Bonsoir à toutes et à tous et merci Francis de m'accueillir ici dans ces murs. Je remercie aussi Marie-Christine Labourdette évidemment. Donc je vais davantage vous parler d'une démarche plutôt que de rentrer dans le détail des projets, parce que c'est ce qui me paraissait le plus intéressant à faire. Donc j'exerce effectivement dans le Cantal, dans un territoire donc rural. Le Cantal étant en Auvergne, et dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, mais à l'extrême ouest, c'est-à-dire qu'on est installé dans un bourg de 1000 habitants qui s'appelle Le Rouget, et qui se situe à peu près à mi-chemin entre Aurillac et Figeac, à l'articulation entre trois grandes régions, donc Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi la Nouvelle-Aquitaine et puis l'Occitanie. Alors ça fait à peu près pas loin de 20 ans que nous exerçons dans ce territoire-là. Et en fait, surtout dans les premières années, la plupart de nos projets étaient en fait compris dans un périmètre relativement restreint d'à peu près 50 km autour du Rouget. Voilà, dans la partie du Cantal qu'on appelle la Châtaigneraie, qui n'est pas tout à fait celle dont enfin, c'est pas l'image qu'on a du Cantal, qui est plutôt incarnée par les monts du Cantal. La Châtaigneraie, c'est presque le sud-ouest déjà. On a déjà l'accent qui chante. Et puis on a une architecture qui va plutôt, une architecture vernaculaire qui va plutôt se rapprocher de ce qu'on peut trouver dans le sud-ouest de la France. Donc dans un premier temps, les premières commandes en fait sont plutôt privées et plutôt dans les territoires très ruraux. C'était la grande époque des gîtes ruraux. C'était des programmes qui étaient financés par des fonds européens et qui permettaient aux agriculteurs de diversifier leurs activités. Et c'était aussi une manière de sauvegarder le patrimoine qui avait tendance à s'effondrer, puisque la plupart des élevages bovins ont été transférés dans des grandes stabulations. Et du coup, il y a tout un patrimoine rural qui est tombé en désuétude, et pourtant de très grande qualité. Et puis, c'était aussi dans ces premières années qu'on a commencé à s'intéresser aux structures en bois et à la question des ressources locales. Puisque, évidemment, moi j'appartiens à une génération d'architectes pour lesquels, en fait, on n'avait pas d'enseignement spécifique à l'école, sur la question du bois notamment. Du coup, on s'est forgé on s'est formé tout simplement sur un certain nombre de projets, puis par des formations continues pour s'intéresser à cette question. Alors dans ces années-là, c'était aussi la grande époque des opérations cœur de village, qui étaient aussi financées par des fonds européens, et avec des partenariats avec le CIE local et puis le conseil départemental qui invitait les petites communes rurales à en fait imaginer ce qu'on appelle des opérations cœur de village, c'est-à-dire faire un diagnostic de leur territoire, et puis aussi envisager la requalification des espaces publics, voire la transformation du patrimoine existant. Alors l'atelier du Rouget, c'est aussi une équipe. J'en parle parce que c'est très important. On a une équipe pluridisciplinaire avec des architectes, mais aussi des paysagistes et des économistes de la construction. Je suis pour moi, c'est quelque chose de très important de s'entourer de compétences qui vont au-delà de l'architecture, pour pouvoir en fait avoir une relative autonomie. Et à partir du moment où vous développez aussi des projets en structure bois, par exemple, ou sur des espaces publics, travailler avec des bureaux d'études ou des économistes conventionnels, c'est pas toujours simple. Et donc on a, par exemple, rédigé nos propres pièces écrites pour pouvoir répondre à des marchés et puis pouvoir tendre vers des technologies alternatives. Alors le Rouget, c'est un petit bourg de 1000 habitants, qui est un peu particulier, puisque on va y revenir tout à l'heure, mais à la fin du 19e, c'est un bourg qui n'existait pas, tout simplement parce que en fait, l'origine de la création du Rouget est liée à l'apparition d'une gare ferroviaire sur la ligne Aurillac-Figeac, à la fin du 19e, en 1868 exactement. Et pour des raisons en fait techniques, il a fallu implanter une gare à la suite, pour tout
tout simplement faire en sorte qu'on puisse ravitailler les locomotives à vapeur après une rampe de 20 km, une rampe de forte avec un pourcentage assez élevé. Aujourd'hui encore, les trains ils roulent à très faible vitesse entre la partie sud-ouest du Cantal jusqu'à ce plateau granitique, une sorte de plateau, voilà, sur lequel est implanté le Rouget. Alors, nous avons construit un petit immeuble, puisque habitant moi-même ce bourg, je n'avais pas tellement envie d'aller habiter en périphérie de cette localité-là et surtout de construire un atelier dans une zone artisanale, ce qui m'a été proposé par le maire. Mais en fait, on a eu la chance de pouvoir acheter une parcelle dans le centre du bourg, qui est représentée ici par ce petit point rouge. Et dans une situation très singulière, puisque en fait, le centre-bourg s'est constitué autour de la ligne de crête entre deux bassins versants, le bassin versant du Lot au sud et le bassin versant de la Dordogne au nord. Voilà, donc le bourg s'est mis les pieds au sec, puisque ce sont un ensemble de zones assez marécageuses. Et donc, pour avoir les pieds au sec, le bourg s'est constitué le long de cette ligne de crête, prioritairement, du moins à la fin du 19e et au début du 20e. Et donc là, on y a trouvé une dent creuse. Voilà une parcelle de 400 mètres carrés à peu près, 450 mètres carrés, qui était en vente et qui nous a permis de continuer à exercer notre métier dans le centre-bourg, puisque nous étions locataires d'un local devenu beaucoup trop petit. Donc ici, c'est une photo qui date de 1973 et qui montre quelque chose d'intéressant. Vous voyez en haut, à droite de l'image, en fait, une sorte de centre civique, un peu comme on pourrait le trouver en Finlande dans les années 60, notamment avec les projets d'Alvar Aalto, puisque en fait, ce village dépendait d'une autre commune. Et après-guerre, les habitants du Rouget ont demandé leur indépendance administrative. Et donc, le général de Gaulle a consenti à la création d'une commune juste après la guerre. Et donc, fin des années 50 et début des années 60, ont été créées une mairie, une poste, l'église, et puis des écoles en contrebas par la suite. En tout cas, ce qu'on voit très bien sur cette image, c'est l'implantation du bâti sur cette ligne de crête, et puis voilà ce premier basculement vers le sud, avec la création de ce centre civique et cette grande place, voilà, digne des années 60 malgré tout, c'est-à-dire que c'est une grande place en enrobé qui existe toujours aujourd'hui. Et donc, en couple, l'édifice voilà, est l'incarnation de cette topographie, de ce relief particulier entre les deux bassins versants. L'immeuble s'établit pile poil sur la ligne de crête entre les deux bassins versants que j'évoquais. Autre dispositif intéressant, c'est en fait des venelles qui existaient, qui mettaient en rapport la rue des Châtaigniers au nord et puis l'avenue du 15 septembre 1945 au sud. Lequel dispositif on a repris dans le projet en restituant une partie de la parcelle à la commune pour créer un passage piéton pour relier les deux rues. L'édifice prend la forme générale d'un L, que je vais expliquer comme ceci. Comme c'est un bourg qui est pas du tout classique, c'est-à-dire il y a beaucoup de bourgs dans le Cantal qui sont plutôt des bourgs à structure médiévale, donc avec des continuités bâties. Ici, au Rouget, en fait, on a plutôt un bâti qui s'est constitué à partir de figures autonomes, souvent symétriques, et puis le bâti, petit à petit, en fait, a créé des figures continues, mais par l'addition d'extensions. Et finalement, le projet consiste à faire une sorte de volume autonome et puis des extensions simultanées, comme si on était dans une sorte d'histoire accélérée. Donc on a là aussi une figure, on va dire, assez radicale et symétrique, mais qui est l'expression de notre temps, du XXIe siècle, avec notamment des questions thermiques très fortes, et puis un rapport au paysage recherché avec une grande transparence, et puis des extensions simultanées qu'on va retrouver latéralement dans la jonction du volume avec le bâti voisin sur la droite, par exemple, et puis à l'arrière, un autre volume en bois qui contient deux autres logements. Le projet prend aussi
en fait, reprend des dispositifs qui existent beaucoup dans le centre-bourg, puisque souvent le bâti est en retrait de la voirie, et puis précédé d'avant-cours. C'est une chose qu'on a reprise aussi dans le projet, et qui permet aussi de rattraper une irrégularité géométrique. Donc vous voyez, cet avant-cours permet en fait de mettre à distance la voirie par rapport à l'agence d'architecture qui occupe les 2 niveaux inférieurs, et puis mon propre logement qui occupe les 2 niveaux supérieurs. On retrouve une deuxième cour, mais qui, contrairement à celle de devant, laquelle est ouverte sur 3 côtés, celle de derrière est fermée sur 3 côtés. Elle constitue un creux, et puis elle définit finalement la séquence d'entrée pour accéder au hall de l'immeuble qui dessert l'ensemble des logements, mais aussi la partie supérieure de l'agence d'architecture. Donc voici en plan la répartition du programme. Donc au rez-de-jardin, le premier niveau de l'agence qui est semi-encastré, enfin adossé à la pente. Le niveau haut de l'agence qui est en sorte de mezzanine en fait sur le niveau bas, puisqu'il y a un grand vide qui permet de mettre en rapport les 2 niveaux. Vous avez sur la partie de gauche ici la structure rapportée est suspendue aux poutres lamellées-collées du dernier niveau qui permettent de tenir les volets et qui permettent d'occulter la façade. Et puis à l'arrière, vous avez 3 carportes dédiées aux 3 logements. Ici, la cour que je décrivais tout à l'heure, la fermée sur 3 côtés et qui permet de desservir le hall de l'immeuble. À l'étage, donc au premier étage, vous avez le niveau bas du duplex et puis un premier simplex, un logement de type 3 en location, qu'on retrouve à l'identique au-dessus, avec le niveau haut de duplex. Les façades sont, comme je le disais tout à l'heure, voilà l'expression de ce volume qui est assez radical et qui est symétrique, qui est très ouvert. Mais en même temps, vous voyez ces sortes de jonctions ici, latérales, et au nord, un autre volume, qui sont ce que j'appelais tout à l'heure les extensions simultanées, et qui font référence à l'histoire du Rouget. Ici, sur la façade ouest, nous avons en fait le passage public qui permet de relier les deux rues que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la rue des Châtaigniers ici, et puis l'avenue du 15 septembre en contrebas. La coupe, justement, met en valeur, exploite cette différence de niveau entre les 2 rues. Elle permet d'adosser l'agence d'architecture au sol. Ici, c'est une sorte de sol artificiel qui permet de contenir une cuve de récupération des eaux de pluie qui alimente l'ensemble des sanitaires du projet, ainsi que les robinets de puisage et les machines à laver. Puis de même qu'une grande cuve de granulés de bois pour la chaudière collective. Voilà rapidement pour le programme et les grandes orientations du projet. Je vais m'attarder un petit peu sur la question constructive, puisque en fait c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. C'est finalement de considérer que la structure participe de l'architecture, qualifie l'architecture même. Et donc pour ce projet, on a imaginé en fait d'articuler 4 volumes, 2 volumes en maçonnerie et 2 volumes plus grands en bois. Et je parle de ça parce que vous allez voir, il y a toute une généalogie de projets qui fait référence finalement à ce dispositif constructif que je rapporte à la question des archétypes de l'architecture. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, ce qui m'intéresse dans l'architecture, c'est finalement les permanences. C'est-à-dire que la figure de la grotte, par exemple, ici, c'est à Gorem en Turquie, ce sont des sortes de pitons rocheux qui sont creusés dans la masse et qui permettent d'accueillir des espaces habités. On retrouve en fait ce dispositif-là dans le château fort, et notamment dans l'architecture de Louis Kahn, où finalement on considère que les pleins peuvent être creusés et puis accueillir du programme. Ici, c'est toujours une déclinaison de cette stratégie dans l'architecture contemporaine, par exemple avec les thermes de Valls. Donc ça serait l'archétype de l'architecture de la masse. Ici, on a un autre archétype qui est
à l'inverse, plutôt caractérisé par sa légèreté. Ici, c'est l'exemple d'une tente d'une tribu indienne aux États-Unis. Ici, c'est un bâtiment agricole vernaculaire, toujours aux États-Unis. Et puis ici, c'est l'expression d'une architecture contemporaine. Ici, c'est un projet de Glenn Murcutt en Australie, voilà, qui est sur pilotis, qui se décolle du sol et qui est constitué d'un certain nombre de portiques en bois ou en métal. Et puis le troisième archétype apparaît, on va dire, avec le mouvement moderne, avec voilà, ce sont des compositions de plans de matière, des plans horizontaux et des plans verticaux, comme par exemple ici cette maquette de Theo van Doesburg. Mais c'est aussi une architecture qui peut être incarnée comme par le projet de la maison en briques de jamais construite de Mies van der Rohe en 1924, qui est en fait une composition de plans verticaux et de plans horizontaux, ou aussi le pavillon de Barcelone. Mais c'est aussi voilà, un archétype qu'on retrouve aujourd'hui dans l'architecture contemporaine, par exemple, toujours de Zumthor pour le musée de Bregenz, en Autriche. Donc voilà, cette question des archétypes, moi, m'anime beaucoup et on la retrouve dans nos architectures. Et puis, elle est à mettre en relation avec la question des ressources, notamment du bois. Donc cette grande cartographie locale montre, en fait, par ces aplats en couleur rouge, tous les gisements en bois. En fait, ce qui est représenté sur cette carte, c'est surtout les gisements en bois récents qui datent de l'après-guerre, puisque il y a eu une grande tendance dans tout le Massif central, mais dans d'autres parties aussi de la France, qui a consisté à occuper en fait, le territoire rural et caractérisé par un très fort exode rural et un déplacement des populations vers les métropoles, et en particulier Paris, au moins dans la première partie du XXe, et même dans la deuxième aussi. Et en fait, on a occupé finalement le territoire rural avec des plantations, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que de nombreuses fermes ont été, de nombreuses parcelles, des pâturages pour des bovins ont été transformés en un couvert forestier sous forme d'épicéa ou de Douglas, par exemple. Donc ça a beaucoup bouleversé en fait les paysages du Massif central. Ça a aussi bouleversé les écosystèmes. Ça a été beaucoup décrié dans la deuxième moitié du XXe siècle, enfin même à la fin du XXe siècle plutôt. Mais aujourd'hui, on peut considérer finalement ces ressources comme une vraie opportunité pour construire autrement. En tout cas, c'est le pari que l'on fait. Et donc, pour ce projet, au Rouget, on a en fait imaginé faire une coupe d'éclaircies dans une forêt familiale de Douglas qui a été plantée dans les années 70 et utiliser tout ce bois pour construire l'immeuble. Donc cette cartographie, elle montre l'ensemble des intervenants, mais aussi les gisements en bois. Donc vous voyez que la coupe d'éclaircies a été faite à quelques kilomètres du Rouget. On a acheté d'autres bois dans une forêt de l'ONF, notamment du pin sylvestre, et ça bien en amont du projet, puisque c'était du bois qui était destiné à la pâte à papier, parce que l'ONF craignait qu'il y ait une maladie qui atteigne ce massif forestier. Et puis, il y a un tas d'acteurs locaux qu'on a sollicités, des entreprises locales, à savoir des menuisiers, charpentiers, mais aussi des fournisseurs de carrelés, lamellés, collés, mélèzes pour l'ensemble des menuiseries extérieures. Donc voici quelques images de la coupe d'éclaircies dans la forêt familiale, avec les opérations de débardage. Et puis quelques images du chantier, avec ici la mise en œuvre des deux blocs en maçonnerie initiaux. Donc ça fait toujours des chantiers un peu curieux, parce qu'on se demande comment on va habiter dans ces objets un peu dispersés. Mais évidemment, on habite essentiellement dans les parties en bois qui viennent s'intercaler avec ces volumes en maçonnerie, puisque en gros, l'idée consiste à inverser la proportion entre bois et maçonnerie par rapport à l'architecture vernaculaire. C'est-à-dire que l'architecture vernaculaire, elle associe aussi des masses en maçonnerie et des structures en bois. Le bois, on le retrouve dans les planchers, dans les charpentes, mais la totalité des murs sont réalisés en maçonnerie. Ici, il s'agit d'inverser la proportion, encore une fois, et de faire en sorte d'utiliser davantage de ressources biosourcées et de limiter la maçonnerie au strict minimum.
Alors on a imaginé des systèmes de planchers préfabriqués avec les entreprises locales. Alors là, comme il n'y avait pas vraiment de contraintes acoustiques, puisque moi j'habite au-dessus de l'agence d'architecture, finalement on a pu laisser toutes les structures apparentes et traiter l'acoustique et puis les questions coupe-feu au-dessus du dispositif, du plancher ajouré ici qu'on voit. Ici on voit sur cette image la suite de la mise en œuvre de l'ensemble des structures en bois, en lamellé-collé, selon une trame très rapprochée, de l'ordre de 125 cm, et qui permet d'enjamber les structures sans avoir une multitude de couches structurelles. Ça, c'est un dispositif qui va être récurrent dans notre travail, comme vous le verrez tout à l'heure. Ici, c'est une vue intérieure du chantier, où on voit au premier plan justement ces éléments préfabriqués en bois que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors vous voyez, vous avez une latte sur 5 ou 6 qui permet d'enjamber la portée, et ce sont des petites solives. Et ensuite on a des tasseaux qui sont plus bas, et il faut imaginer que ces cavités sont ensuite remplies par un film noir et un absorbant acoustique pour améliorer le confort acoustique dans les espaces habités. Là-dessus, il y a un panneau en bois qui vient se mettre en œuvre et puis recevoir ensuite un lambordage et un parquet en pin sylvestre issu de la forêt de l'ONF que je décrivais tout à l'heure. Et entre les lambourdes, on a coulé une chape maigre pour renforcer en fait l'inertie thermique des structures. Alors si évidemment nous sommes très enclins à utiliser des ressources locales, nous adoptons vraiment la phrase de Pierre Rabhi qui dit ceci, produire et consommer localement, mais échanger la rareté. Et c'est pas parce qu'on utilise essentiellement de la ressource locale que quand on a besoin de dispositifs rares, on ne fasse pas appel à des entreprises plus éloignées. Ici, par exemple, je voulais des très grands vitrages de pas loin de 6 mètres de haut, et qu'on n'a pas pu fabriquer en France, qui ont été fabriqués en Espagne, et qui ont été mises en œuvre par une entreprise qui vient de l'Isère. Donc le local c'est bien, mais l'idée c'est pas de faire du localisme, quoi. C'est juste d'adopter une sorte de bon sens, un peu comme le bon sens paysan, mais en même temps, si vous voulez, quand il faut mettre en œuvre des choses un peu spécifiques, on va les chercher, même s'il faut aller les chercher assez loin. Voici quelques images de l'agence d'architecture terminée, avec le niveau haut, qui est un grand open space, où on a un certain nombre d'architectes, et de paysagistes et d'économistes de la construction qui travaillent. Et puis, cette image qui montre l'articulation de différentes questions, c'est-à-dire la question structurelle, mais aussi le dessin des menuiseries intérieures et du mobilier, qui fabrique une sorte de continuum, puisque nous avons dessiné, y compris toutes les tables de travail spécifiquement pour ce projet. Autre sujet qui nous a beaucoup mobilisé sur ce projet, c'est la question des entre-deux, des espaces entre intérieur et extérieur, qui prolongent l'intérieur, qui sont ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors, et qui donnent une vraie valeur d'usage à l'architecture. Ici, c'est une vue depuis mon propre séjour, avec cette loggia qui est suspendue aux poutres en lamellé-collé, qu'on voit ici en haut de l'image, qui permet aussi de soutenir en fait toutes les structures qui retiennent les volets, tel qu'on peut le voir sur cette image, lesquelles sont déportées et permettent du coup d'avoir une continuité entre intérieur et extérieur, entre intérieur, c'est-à-dire le salon, et puis l'extérieur abrité, à savoir la loggia, que l'on peut voir sur cette photo. Et donc ces volets permettent de contrôler finalement les apports solaires, puisque nous avons mis en œuvre des principes bioclimatiques très simples, avec une grande façade vitrée au sud pour bénéficier de tous les apports solaires, et puis des façades nord, sud et est beaucoup plus fermées, pour se protéger du froid, parce que vous savez probablement que dans le Cantal, il ne fait pas toujours très chaud. Et cette photo, prise justement le jour du solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre, montre comment le rayonnement solaire
pénètre jusqu'au plus profond des espaces habités, ce qui change complètement aussi notre rapport au climat. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez potentiellement dans ce type d'architecture-là, même s'il fait -5 dehors, s'il fait beau, en fait, et sans chauffage, vous pouvez avoir 24 ou 26 degrés à l'intérieur et vivre en t-shirt. Donc, en fait, ce projet, il est important parce qu'il a constitué une sorte de laboratoire un peu de recherche pour nous, enfin de recherche, on va dire appliquée, quoi, c'est-à-dire non pas au sens académique du terme, mais en tout cas, il nous a permis de réfléchir à toutes ces questions constructives et de ressources qu'on a ensuite déployées sur d'autres projets à d'autres échelles. Donc, vous voyez ici le diagramme de l'atelier du Rouget ici. Ici, c'est un autre diagramme qui représente une simple maison de plein pied, et ici, un immeuble de 42 logements en R+6 et R+4 pour du logement social, et qui montre que finalement des dispositifs assez similaires. Ici, pour cette maison, un volume en maçonnerie complètement enterré, contre lesquels on vient adosser une halle en bois et qui s'ouvre sur le paysage. Ici, en fait, pour l'immeuble, 2 épines dorsales en béton contre lesquelles viennent se mettre en œuvre deux structures en bois avec aucun mur de refend, ce qui permet une grande souplesse dans la réorganisation spatiale des logements pour les générations futures. Donc je vais détailler un tout petit peu. Donc la maison d'habitation, elle est dans le sud-ouest du Cantal, dans un petit village. Vous voyez dans ce village des ruptures d'échelle très classiques dans nos territoires, c'est-à-dire on va dire un bâti dispersé agricole, organisé avec des maisons d'habitation et puis des granges étables, parfois des sous, c'est-à-dire des petites structures pour accueillir les cochons, des poulaillers, des séchoirs à châtaignes, puisque c'est un endroit où on séchait les châtaignes pour les consommer. C'était un territoire très pauvre jusqu'à la fin du 19e. Et puis cette rupture d'échelle, vous voyez, avec des nouveaux grands bâtiments agricoles qui sont plutôt incarnés par des stabulations. Et donc la commande, elle est ici. Elle consiste à faire cette maison d'habitation pour le gérant d'une sorte de c'est une petite structure, commerciale, avec au bord de la route qui vend des produits locaux. Et puis avec une diversification aussi de l'activité qui consiste à louer des HLL, c'est-à-dire des habitats légers de loisirs en période estivale. Donc voilà comment on passe de cette figure très simplifiée au plan de l'habitation avec toutes les pièces humides et les espaces secondaires qui sont enfouis sous le sol, et puis les espaces habités, donc les chambres, bureaux et puis séjours qui s'ouvrent sur le grand paysage. Ça, c'est le gros avantage de notre territoire, c'est que souvent on travaille sur des terrains absolument idylliques avec des vues fantastiques. Voilà le projet dans sa coupe, donc avec la partie qui est enterrée ici, et puis une sorte de halle finalement qui vient se caler contre ce volume enterré. Voici l'élévation de la maison en question avec ce grand débord de toit qui permet de porter ombre sur la façade vitrée. Une nouvelle fois, on met en œuvre des principes climatiques très simples. Ici, il y a seulement un poêle. C'était avant la RT 2012, c'était la RT 2005, et qui nous autorisait encore à cette époque à chauffer une maison avec un seul poêle et accepter des différences de température entre les espaces. Alors l'avantage de cette architecture, c'est de dégager le paysage depuis le chemin rural qui est au-dessus de la maison. Et ici, vous voyez une sorte de stratification qui permet de lire un petit peu à la fois le volume enterré, la halle que j'évoquais tout à l'heure, et puis ici, c'est une fenêtre de toit qui permet d'éclairer la cuisine, que l'on voit ici sur la gauche de l'image, avec ici la vue de l'espace central qui fait face au grand paysage. Donc l'autre déclinaison de ces principes constructifs que j'évoquais seront aussi. L'autre exemple, c'est un immeuble de 42 logements de commerce et de bureaux qui a fait l'objet d'un concours d'architecture et que nous avons remporté alors que nous n'avions aucune expérience dans de tels programmes.
Et nous avons fait le choix de construire essentiellement en bois. Alors vous voyez ici, ici c'est la gare d'Aurillac, ici c'est la partie la plus ancienne, enfin même elle est en dehors du cadrage. Donc là c'est plutôt, on va dire des faubourgs 19e qui ont fini par rejoindre la gare. Et puis ensuite des développements pavillonnaires tels qu'on peut le voir dans toutes les villes. Et là on se situe en fait sur une ancienne friche agroalimentaire, puisque c'était un site qui était occupé par Centrelait, qui fabriquait en fait du fromage, du Cantal notamment, de la crème fraîche, enfin un tas de produits laitiers. Et cette activité-là a été relogée dans un bourg dans le sud-ouest du Cantal, et du coup a libéré ce grand terrain à proximité à relative proximité du centre-ville. Et donc le concours portait sur cet immeuble qui est une des parcelles de cet écoquartier. Avec une problématique très forte, c'est que cet immeuble longe en fait le boulevard le plus passant d'Aurillac. Alors c'est sûr que quand on parle de ça à Paris, c'est peut-être un peu risible, mais là il y a quand même 10 000 véhicules qui passent tous les jours. Et donc dans le Cantal, c'est quand même très important. Et ça, c'est surtout très mal vécu. C'est vécu comme une nuisance insupportable. Donc pour répondre à cette nuisance et protéger l'écoquartier en fait de ces problèmes sonores, on a imaginé en fait le diagramme suivant, c'est-à-dire il faut imaginer ici la rocade là, qui permet de contourner le centre-ville d'Aurillac. On a imaginé de construire 2 murs qui évidemment ne sont pas pleins mais creux, et un peu pour reprendre l'archétype que j'évoquais tout à l'heure. Et on a en fait adossé à ces 2 épines dorsales en béton 2 volumes en bois qui vont contenir l'ensemble des espaces habités. Donc voici le diagramme, encore une fois. Et puis comment on passe du diagramme au plan. L'épine dorsale contient à la fois toutes les pièces humides, mais aussi les circulations verticales, donc 2 cages d'escalier et 2 ascenseurs. Et puis ici, on retrouve un dispositif similaire pour des appartements avec triple orientation, alors que ceux-ci sont plutôt des petits logements avec les chambres et les séjours qui donnent à l'intérieur de l'écoquartier au sud-ouest, et qui surplombent en fait un espace jardiné. Quelques images du chantier avec encore une fois cette abstraction, puisque là on a un volume en béton qui fait 60 mètres de long et 3 mètres de large seulement, contre lesquels on vient adosser des structures en bois, encore une fois avec aucun mur de refend sur les 60 mètres de long, ce qui permet de recomposer les logements dont la commande portait vraiment sur des petites surfaces, à savoir des T1 et des T2, pour répondre à une forte demande de logements pour personnes âgées accessibles, qui faisait vraiment défaut dans le centre-ville d'Aurillac. Et la question de l'épaisseur de la façade s'incarne ici un petit peu autrement. Au Rouget, ce sont des loggias avec les volets suspendus. Ici, on a un jeu de coursive côté boulevard qui permet de desservir l'ensemble des logements, tel qu'on peut le voir sur ces détails. Et puis finalement, ces panneaux et ces claustras en bois fabriquent un brise-vent pour mettre les habitants à l'abri des intempéries. Côté intérieur de l'écoquartier, donc côté sud-ouest, nous avons en fait tous les balcons qui prolongent l'ensemble des logements, tel qu'on peut le voir sur cette image. Autre déclinaison, c'est un tout petit projet, parce que dans notre agence, on porte autant d'importance à des projets qui vont coûter, je sais pas, 5 ou 6 millions d'euros, à des projets minuscules comme cette maison qui fait à peine 80 mètres carrés, qui ne nécessitait pas d'architecte, mais là, la demande consistait justement à faire appel à un architecte pour concevoir une maison singulière. Donc là, il s'agit de 2 agriculteurs, deux jeunes agriculteurs qui sont tous les deux titulaires d'un master en géographie, et qui ont décidé de reprendre la ferme familiale. Donc elle fait lui, il élève des moutons, et elle fait du maraîchage.
et tous les deux s'occupent de la récolte des myrtilles sur les coteaux de l'exploitation pour fabriquer des produits dérivés tels que des tartes ou des confitures. Voilà. Et donc, ils étaient locataires d'une maison parce que, en fait, bien que tout le hameau appartienne à la famille, eux-mêmes n'avaient pas de maison. Sachant que le père de monsieur habite ici et son oncle ici. Dans des maisons typiques du Massif central, c'est-à-dire des maisons en granit avec des toitures à forte pente avec absolument aucun confort thermique. Donc la demande était triple, c'est-à-dire qu'il y avait j'ai reçu un cahier des charges très précis, c'est-à-dire elle est d'origine asiatique, et donc elle souhaitait avoir une architecture qui fasse référence aussi à la culture asiatique, notamment avec des espaces sous forme de tatami pour dormir, et qui faisait aussi référence à l'architecture vernaculaire avec des dispositifs sous forme de lits clos, puisque en Auvergne, mais aussi en Corrèze, en fait, on dormait littéralement dans des meubles de part et d'autre du cantou, c'est-à-dire du foyer, et tout le monde, toute la famille habitait dans le même espace. En fait, c'est exactement ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils puissent continuer à habiter tous dans le même espace. Et la troisième référence, c'était l'architecture de Charlotte Perriand, avec l'intégration de tout le mobilier en fait conçu en articulation étroite avec l'architecture de la maison. Donc ici, il n'y a pas de bloc en maçonnerie, ça se réduit à un simple mur cette fois-ci, qui est central, et qui est d'ailleurs pas en béton, mais qui est en fait en pisé. On a réutilisé le granit qui se décompose et qui fabrique une sorte de sable qu'on a mélangé avec un peu de chaux et puis créer cette masse thermique qui a pour fonction essentielle de créer un peu d'inertie dans cette maison qui est entièrement en bois, avec, vous voyez, des espaces très ouverts. Ici, la cuisine, le séjour, ici les 4 tatamis qui permettent en fait un couchage pour les parents, et ici 2 meubles pour les 2 enfants, pour les 2 aînés, et puis une salle de jeu attenante. Et de l'autre côté, une petite alcôve supplémentaire pour le nouveau-né. Et puis ici, les pièces humides en partie centrale. Donc, autre particularité du projet, c'est qu'il a été quasiment entièrement réalisé en autoconstruction, presque mieux réalisé que par des entreprises. Donc là, on a fourni au maître d'ouvrage des plans très détaillés, au dixième, par exemple, avec un calpinage, par exemple, du bardage, etc., qui a été strictement et scrupuleusement respecté. Quelques images prises cet hiver, puisque nous y sommes retournés pour un autre projet, pour cette fois-ci concevoir une bergerie. Ici, la maison vue depuis le sud, toujours depuis le sud, et puis voilà, donc vous voyez, on a pris un peu le contre-pied de l'architecture vernaculaire, hein, c'est-à-dire qu'on est posé, on est un petit peu surélevé par rapport au sol. C'est une architecture plutôt légère, avec un registre de poutres superposées, un peu comme dans l'architecture japonaise, et puis un rapport au paysage évident, comme on peut le voir sur cette image, avec l'impression qu'on vit dehors. Et puis on peut le voir aussi une sorte de coursive qui fait tout le tour de la maison et qui est abritée. Alors toujours dans cette même généalogie de projet, c'est le dernier dont je vais vous parler, avant de parler d'un autre sujet qui est un autre aspect de notre pratique. C'est un petit projet pour le stade d'athlétisme d'Aurillac, avec la création de vestiaires, de locaux de rangement, mais aussi d'un abri pour des gradins démontables, et puis une aire de chauffe pour les athlètes. Donc là, il n'y a plus du tout de noyau en maçonnerie, c'est un volume entièrement en bois, et finalement on a repris des dispositifs, notamment de la maison d'habitation, qui consiste à fabriquer une simple halle pour une grande flexibilité du plan, et puis finalement une évolutivité pour les générations futures qui est tout à fait envisageable.
Donc cette halle, elle est très simple. Vous voyez ici, en fait, on a une ligne de poteaux qui est en retrait qui permet d'accueillir sous ce grand débord de toit les gradins démontables qui sont utilisés aussi pour d'autres sites sportifs de la commune. Et puis les poteaux ici se rapprochent en fait de la façade et du terrain de la piste. Et pour en fait accueillir l'espace dans lequel les athlètes peuvent s'échauffer, avec un système de volets en bois qui permet de fermer ou non cet espace de chauffe, tel qu'on peut le voir sur cette image. Et puis dans cet édifice, il n'y a pas de couloir intérieur, c'est en fait un passage couvert à l'articulation entre ces parties de programme plutôt sous la halle, et puis le volume chauffé à proprement parler avec les vestiaires, les salles antidopage, etc. etc. Voici le rapport entre l'espace de chauffe et puis la piste d'athlétisme avec ces volets qui sont mobiles et qui permettent de fermer l'espace avec un système de manœuvre très simple, manuel. Donc maintenant, je vais aborder tout un autre aspect de notre pratique qui est à une autre échelle, puisque nous sommes les projets qui nous intéressent le plus sont ceux qui articulent architecture, paysage et urbanisme. C'est la raison pour laquelle on a toujours eu, par exemple, une paysagiste dans l'agence depuis la création de l'entreprise. Et puis nous sommes très intéressés par toutes les questions territoriales et par une sorte de pensée transscalaire. Voilà, idéalement, si on pouvait concevoir de la grande échelle jusqu'à la poignée de porte, ça nous va très bien. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, c'est un projet qui est toujours dans le Cantal, mais cette fois-ci complètement à l'est du département, dans la Margeride, qui est un autre plateau granitique, qui est proche de la 75, entre Clermont-Ferrand et Montpellier, pas très loin du viaduc de Garabit de Gustave Eiffel. Et ici, comme vous pouvez le voir sur ce plan de situation, ce petit village qui s'appelle Chalier, en fait, s'est installé sur une crête dans un méandre de la Truyère, qui est un affluent du Lot. Voilà une image de cette situation très particulière, avec un village sans épaisseur, qui est une sorte de ligne, et le bâti s'implante d'ailleurs majoritairement au nord de cette ligne de crête, et non pas tellement au sud, puisque l'ensemble du sud, l'ensemble du coteau était occupé autrefois par des jardins en terrasse. Donc là, ça fait partie de ces programmes d'opération de cœur de village dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc financés par des fonds européens, pour lesquels, en fait, en gros, le CAE invite chaque collectivité à réfléchir finalement au devenir des espaces publics, mais aussi du patrimoine bâti communal, et d'envisager un phasage des travaux en fonction de différentes temporalités et de financement possible. Parce qu'évidemment, on est là à chaque fois sur des toutes petites communes. Il faut imaginer qu'à Chaly, il y a 200 habitants dans la commune, et dans le bourg même, il y a 50 habitants seulement. Donc, dans ce village-rue, il y avait une vraie problématique de réseau. Donc ça, c'était le point de départ en fait, du projet. C'est-à-dire qu'il fallait reprendre tous les réseaux, toute l'adduction d'eau potable, l'assainissement, enfin des questions bassement matérielles. Et donc, en fait, les élus se sont dit que ça constituait aussi une opportunité pour requalifier l'ensemble des espaces publics de ce petit village. On a repéré, en fait, dans ce village-rue, 3 situations particulières avec des sortes de surlargeurs qui permettaient en fait de considérer qu'on pouvait imaginer 3 petites placettes, 3 espaces publics un peu plus généreux. Ce qui est très beau en fait, c'est que chacune de ces placettes est adossée à un patrimoine bâti remarquable. Ici, une ancienne maison de notaire du 18e. Ici, on est en contrebas de l'église et de son promontoire qu'on a vu tout à l'heure là sur l'image générale en silhouette. Et puis enfin, une 3e placette qui vient s'adosser à la mairie, qui est un joli patrimoine aussi. Et autre singularité, c'est que ces 3 placettes, en fait, s'ouvrent sur le grand paysage. Donc, en fait, il s'agissait de concevoir 3 petites placettes
qui donne à voir le paysage, mais à chaque fois d'une manière différente. Donc ici, pour la première, devant cette maison du 18e, on a imaginé un dispositif extrêmement simple qui consiste à juste dessiner en fait une sorte de parvis qui interrompt en fait la chaussée. De part et d'autre de la chaussée, on conserve en fait les bas-côtés enherbés. Ici, il y a un mélange terre-pierre pour accueillir du stationnement ponctuellement, parce qu'il ne s'agit pas de retirer la voiture dans ces petits villages, bien au contraire. Il s'agit de faciliter la vie des quelques habitants qui demeurent à l'année. Donc voilà ce tapis en granit qui reprend la matérialité du perron de manière très simple, de même que c'est la même matérialité qu'on retrouve pour tous les encadrements des baies, puisque les maçonneries courantes sont plutôt faites de gneiss et de schiste, ou de micaschiste. Le granit, se taillant mieux, en fait, est utilisé pour tous les encadrements et puis les emmarchements. Donc, toujours le même travail. Ici, on voit un petit peu sur la gauche ici les surlargeurs qui sont constitués d'un mélange terre-pierre avec l'installation d'une table de pique-nique sous ce magnifique marronnier avec une vue spectaculaire sur la vallée de la Truyère. La deuxième situation est celle-ci. Elle est plus complexe puisqu'elle articule le parcours carrossable, mais aussi un certain nombre de parcours vers les jardins et puis le promontoire de l'église, qu'on va voir sur l'axo que je vais présenter juste après. Ceci dit, je veux juste mettre en évidence que petit à petit, vous voyez, le paysage il a tendance à se fermer. Là, il faut imaginer qu'on est 3-4 mètres au-dessus de la place et on commence à ne plus voir en fait la vallée de la Truyère, tout simplement parce que tous les espaces qui sont en contrebas commencent à être en friche et puis il y a eu des plantations un petit peu malheureuses aussi à la fin du XXe siècle. Puis il y a d'autres problématiques telles que la gestion des poubelles qui n'est pas toujours très bien résolue, ni la place de la voiture. Donc là, ce qu'on a imaginé, c'est en fait une sorte de travail, une architecture de sol qui permet d'accueillir le stationnement automobile, mais en même temps cet espace peut devenir autre chose puisqu'il est très polyvalent. On a ici une sorte de promontoire pour en fait échapper la place dédiée aux voitures au quotidien et pour pouvoir mettre en fait les habitants et les visiteurs en situation de pouvoir capter la présence du paysage et de la vallée de la Truyère qui sont en plus avec une situation particulière puisqu'on est vraiment dans l'axe de la vallée ici. Donc là c'est une image prise depuis le promontoire de l'église. Donc là vous voyez vous avez ces sortes de padanes qui permettent d'organiser le stationnement qui sont à la mesure d'une voiture. Voilà. De telle sorte que quand il n'y a pas les voitures ça peut devenir aussi autre chose. Et ici vous voyez le promontoire dont je parlais tout à l'heure qui permet d'échapper les voitures et d'avoir cette vue spectaculaire sur la vallée. Et ensuite, il s'agissait d'aménager très simplement des parcours piétons pour aller vers les jardins et espérer qu'un jour, tout le coteau soit de nouveau réinvesti. Et puis il y a aussi des petites architectures comme celle-ci qui sont constituées des prolongements en fait, du socle maçonné. Et puis là, les ressources... La pierre qu'on a utilisée là, est issue de démolition. Donc là, on a récupéré essentiellement des pierres de ces murs démolis, ou de bâtiments qui étaient en ruine, avec du schiste, du gneiss et puis du granit pour les pierres d'encadrement, encore une fois. Là, c'est la même logique, hein, donc tout ce qui est taillé est en granit. Voilà, en fait, les quelques emmarchements en granit que j'évoquais, les padanes, et puis cette micro-architecture ici. La troisième placette est celle qui est devant la mairie. Et là, c'est pareil, vous voyez, l'espace commence à être un petit peu encombré, avec un certain nombre de dispositifs, des panneaux d'affichage, un petit totem en pierre, un banc improvisé, du stationnement un petit peu sauvage, les poubelles. Et donc l'idée là, c'était de faire un traitement très simple, un peu comme si on avait rabattu la façade de la mairie au sol,
et retrouver la même matérialité pour concevoir un petit espace public très simple avec ici une rupture de pente. Enfin, il y a 2 niveaux. Le niveau haut, le parvis de la mairie, et puis le niveau bas qui est un parcours piéton avec une rampe latérale qui permet d'accéder au pâturage, puisqu'il faut aller faucher régulièrement la prairie. Un seul arbre. Et puis un banc ici qui remplit 2 fonctions, c'est-à-dire qu'on peut s'y installer, s'y asseoir, mais c'est un dispositif qui permet aussi d'arrêter les voitures dès lors qu'une personne se rend à la mairie. Tel qu'on peut voir sur cette image, justement. Alors, au-delà de ces 3 placettes, il y avait évidemment un traitement à assurer sur la bande de roulement, en fait, la chaussée qui articule ces 3 placettes, mais qui aussi dessert l'ensemble du village. Et vous voyez, cette photo ancienne, elle montre un enrobé qui n'est pas en très bon état, mais elle montre en même temps des dispositifs très intéressants qu'on a repris dans le projet, puisque la bande de roulement est réduite à sa plus simple expression, et on a des accotements qui sont soit enherbés, soit en fait pavés avec des grandes dalles en schiste, et puis ces bas-côtés sont aussi occupés par des plantations entretenues par les habitants. Donc ce sont des dispositifs qu'on a complètement repris dans le projet. La seule différence, c'est qu'on a réduit la bande de roulement un peu plus et qu'elle a une largeur constante, ce qui permet de dégager des surlargeurs plus généreuses et des transitions plus généreuses entre espaces publics et puis les espaces intérieurs. Un autre sujet qui nous importe beaucoup dans ces territoires, c'est la question du petit patrimoine, ce que j'appelle moi le petit patrimoine d'aujourd'hui. C'est-à-dire que de la même manière qu'au 19e, on prenait beaucoup de soin à concevoir le lavoir, le four ou le métier à ferrer les chevaux, eh bien, je considère aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut architecturer en fait les menus services rendus par les collectivités, c'est-à-dire les poubelles, les panneaux d'affichage, la borne d'incendie, l'éclairage public, etc. Donc en fait, il s'agit de prendre autant de soin dans le dessin de ces micro-architectures que si vous dessiniez une maison ou un bâtiment public. Et puis on a aussi la possibilité en fait, de réemployer des structures qui sont tombées en désuétude. Ici, c'est une ancienne bascule qu'on a transformée et qu'on a adaptée pour accueillir les ordures ménagères de cette partie amont du village. La question des ressources, elle est essentielle pour nous. Donc quand on parle de ressources, on l'a vu, on peut convoquer le paysage, mais on peut aussi convoquer les ressources matérielles. Ici, je l'ai dit tout à l'heure, on a utilisé la pierre pour recycler pour l'ensemble des murs. Mais on a aussi valorisé une carrière du Massif central pour tous les pavages. Ici, ce Gneiss qui vient du département de la Haute-Vienne. Et puis c'est aussi, pour ces projets-là, une chance fantastique de pouvoir travailler avec des entreprises qui sont encore très qualifiées et qui ont encore des vrais savoir-faire. Mais les ressources, c'est aussi ce qu'ont fait nos prédécesseurs et voilà, qui sont pour nous une grande source d'inspiration, comme par exemple cet aménagement de l'espace archéologique autour de l'acropole d'Athènes de Pikionis, qui est un architecte donc, grec. De la modernité, mais avec cette modernité que moi j'apprécie particulièrement, qui est très attentive au milieu, voilà, à l'épaisseur historique aussi de ces territoires. Une autre référence, c'est par exemple l'architecture de sol du parquet Bonaval, qui est un parc attenant au musée d'art contemporain de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui a été conçu par CISA, avec une vraie parenté par rapport au projet qu'on peut faire nous, puisque c'est aussi du granit et du schiste qui est mis en œuvre. Enfin, pour terminer sur ce projet de Chalier, ce qui est intéressant dans ces territoires-là, c'est ce que je dis souvent, c'est quand on est dans des métropoles, parce qu'on fait aussi des projets dans des métropoles, mais ce soir, moi, je focalise vraiment sur les projets plutôt dans les territoires ruraux. Dans les métropoles, vous avez beaucoup de filtres entre vous et votre commanditaire.
Dans les territoires ruraux, vous êtes en contact direct avec les élus. Donc il n'y a pas d'assistant à maîtrise d'ouvrage, il n'y a pas de programmiste. Voilà. Vous construisez le projet avec les élus. Et donc, en fait, vous êtes en dialogue permanent avec eux. Et finalement, c'est cette situation que moi j'apprécie particulièrement, qui permet, par exemple, de mettre en évidence que tout le travail qu'on a fait à Chalier serait vain si aujourd'hui la collectivité ne commence pas à réfléchir au devenir de toutes ces terrasses qui partent en friche. C'est-à-dire qu'en fait, on a fabriqué une jolie machine à décrypter le paysage, mais qui demain potentiellement peut être complètement fermée par en fait l'accroissement naturel de cette végétation qui a conquis ces jardins en terrasse qu'il faut imaginer voilà, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, c'était un paysage complètement découvert. Il faut imaginer qu'il n'y ait pas un seul arbre, ou alors quelques fruitiers seulement. Une autre image justement de ces terrasses là qui partent en friche. Alors qu'il faut imaginer que voilà, il y a encore 50 ans, il y avait encore beaucoup de jardins potagers comme celui-ci, qui est un des derniers qui malheureusement demeure sur ces terrasses. On va revenir maintenant au Rouget pour parler d'une sorte de plan guide sur lequel on travaille avec les élus depuis un certain nombre d'années, qui est un plan guide qu'on a appelé le parc du Rouget. Mais avant de détailler ce plan guide, on va revenir un petit peu sur la création du Rouget. Vous voyez ici le Rouget à sa naissance, la création de la voie ferrée, la gare avec quelques entrepôts. Ici, entre 1870 et 1940, la constitution du bourg sur cette ligne de crête dont je parlais tout à l'heure. On voit le réseau hydrographique ici avec ses traits noirs, avec les deux bassins versants dont je parlais. Le Thon 3, qui est un basculement du bourg vers le sud, avec la création du centre civique, mais aussi du bâti qui vient s'égrener le long des routes, des chemins ruraux. Et puis un Thon 4, qui est caractérisé ici par des extensions urbaines diffuses, par fragments. Ici un lotissement, d'autres lotissements ici, un troisième ici, un centre de remise en forme, des habitats légers de loisirs et la création d'un plan d'eau artificiel dans les années 80. Et donc, après un certain nombre de réalisations qu'on a menées pour les élus, de requalification d'espaces publics, il est apparu qu'on pouvait envisager tout le secteur sud, qui est une sorte de vaste espace relativement ouvert. On pouvait le considérer comme un vrai potentiel de régénération pour finalement arrêter de grignoter les terres agricoles qui sont en périphérie du bourg, mais de pouvoir relocaliser des extensions urbaines dans ce périmètre-là. Alors, vous l'aurez bien compris, le Rouget, c'est pas un bourg conventionnel, pas classique, c'est-à-dire que finalement, il faut chercher des références peut-être dans le nord de l'Europe ou aux États-Unis pour imaginer comment reconquérir ces espaces. Donc, j'ai juste mis quelques images ici, par exemple, de ce travail de Leverhults à Malmö en Suède, qui est le cimetière de Malmö, et qui montre comment on peut concevoir des espaces ouverts de manière très simple. Ce sont avec une logique très frugale. Ce sont essentiellement des terrassements avec des gestions différenciées de différents états de pelouse. Donc une pelouse rase, une pelouse qui va être, plutôt une prairie qui va être fauchée plutôt 3-4 fois par an. Des parcours sans bordure, très simples, des boisements. Et puis des logiques de terrassement avec ces grands talus. On voit encore cette gestion différenciée dont je parlais. Une autre référence qui serait celle d'Hudson, avec ses maisons à patio qui s'ouvrent sur un parc, ou sur une vaste prairie qui est partagée par l'ensemble des habitants. Ou encore ce travail d'Aalto pour l'université d'Otaniemi en Finlande, à côté d'Helsinki, où vous avez un travail très simple du sol, avec une sorte de gradinage comme ça, quelques arbres de haute tige. Ces murs font aussi banc pour les étudiants. Voilà un petit peu l'univers
voilà, qu'on a convoqué pour concevoir ce plan guide, puisqu'il s'agit de reconquérir toute cette partie du territoire qui n'est pas du tout incarnée par une forme de densité, mais plutôt par une logique plutôt de parc. Alors, on a été très pragmatique, c'est-à-dire que le périmètre de ce parc correspond au territoire public, c'est-à-dire que finalement tout le foncier appartient à la collectivité. Et c'est aussi dans ce foncier-là qu'on a quasiment tous les équipements publics. Donc à la fois le centre civique dont je parlais tout à l'heure, les écoles, ici la salle polyvalente, un peu plus bas, vous avez tous les équipements sportifs qui sont apparus dans les années 70-80, la piscine, le stade de foot, et puis encore plus tard, dans les années 80-90, le plan d'eau artificiel, le centre de remise en forme, une série d'habitats légers de loisirs. Et on a proposé aux élus, par exemple, d'imaginer, vous reconnaissez ici la figure à patio, d'imaginer d'autres formes d'habitat dans ce parc, plutôt que des lotissements conventionnels avec des raquettes pour distribuer l'ensemble des parcelles. Donc voilà, ce plan guide, il est organisé selon 3 grands principes, c'est-à-dire que pour le rendre intelligible, il faut imaginer qu'on puisse avoir des traitements de sol qui soient unitaires et qui fassent qu'on ait vraiment l'impression d'être dans un parc continu, enfin un parc qui se diffuse comme ça dans le territoire. Et puis on a imaginé aussi qu'on puisse avoir une gestion différenciée des sols, de toutes les pelouses. Vous voyez, ces différentes nuances de vert montrent à la fois des milieux humides qui seraient conservés et non pas remblayés comme c'est la tendance, malheureusement, ça a été la tendance à la fin du XXe siècle. Et puis des parties qui peuvent rester sous forme de prairies et être fauchées que 2-3 fois par an. On a aussi proposé aux élus que dans ce parc habité, on puisse inscrire de nouveaux équipements publics que je vais détailler tout à l'heure. Alors, soit des sols construits comme des terrains de pétanque ou des jardins potagers, mais aussi un centre culturel. Alors ce parc, il est intéressant parce qu'il y a plusieurs milieux qui le composent. Donc il y a des milieux humides, comme je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi des milieux secs, donc des prairies sèches, et puis des sous-bois qui sont très intéressants, qui sont caractérisés par des pins sylvestres, et puis une strate basse qui est plutôt constituée de bruyères et de fougères. Mais il y a aussi dans ce périmètre-là des boisements complètement stéréotypés, comme des plantations d'épicéas qui ont été faits en même temps que le plan d'eau. Donc je vais détailler rapidement quelques tranches de travaux qu'on a déjà menées à partir de ce plan guide. Donc là, on va s'intéresser à cette ce basculement dont je parlais vers le sud. Donc ici, on reconnaît la place principale. Ici, c'est le jour du marché. On a un marché très important à l'échelle du bourg, bien sûr, mais un marché plutôt dynamique, très plaisant le dimanche. Ici, vous reconnaissez la traverse du bourg, les pieds au sec sur la ligne de crête. Et puis ici, ce développement vers le sud, avec le réaménagement de l'ancien foirail, à l'articulation entre le centre civique et puis les écoles ici. Et donc là, on a proposé des plateformes extrêmement simples, tendues dans le paysage, avec des talus qui les mettent en relation, un parcours piéton qui permet d'articuler les trois plateformes. Ces 3 plateformes accueillent du stationnement, notamment le dimanche quand c'est le jour de marché. Il faut imaginer que tout ça s'est rempli. Mais ce sont des plateformes qui sont aussi utilisées pour des événements festifs ou culturels. Par exemple, il y a des vide-greniers qui s'organisent sur ces plateformes, ou aussi c'est de là qu'on va tirer le feu d'artifice le 14 juillet, ainsi de suite. Donc voilà, ce travail très extensif, peu onéreux, qui consiste à imaginer une sorte d'architecture du sol avec des talus très simples, quelques murets, qui permettent de caractériser les seuils de ces plateformes, quelques parcours piétons qui faisaient défaut. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que jusqu'à très récemment, il n'y avait pas un seul chemin piéton pour articuler le centre-bourg avec l'école. Voilà, on peut voir de nouveaux usages qui sont apparus avec un vrai impact sur les pratiques des habitants
qui se déplacent de plus en plus à pied. Des parcours piétons, par exemple, entre le Foirail et puis le plan d'eau. Et ici, un autre travail plutôt sur les abords du plan d'eau, cette fois-ci, où en fait, la demande portait sur la création de 6 nouveaux habitats légers de loisirs pour diversifier l'activité du centre de remise en forme. Et là, le gérant souhaitait mettre ces 6 chalets supplémentaires au bord de l'eau. Et donc là, il s'en est suivi toute une discussion avec les élus sur la question du bien commun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'intérêt privatif, mais aussi l'intérêt commun. Et à un moment donné, il faut arriver à faire en sorte que ce soit bien l'intérêt commun qui prime. Donc on a réussi à en fait, décaler ces quelques volumes construits en fait, dans un talus et de maintenir le parcours le long de la rive du lac. Et finalement, la création de ces 6 ou 5 HLL a été le prétexte pour imaginer en fait, une reconquête de tout ce fragment du parc avec ce plan très simple qui montre que potentiellement, on n'est pas obligé de rabattre systématiquement la répulsive qui apparaît spontanément le long du lac, mais à imaginer des séquences. Et tout ça pour enrichir considérablement la promenade qui est de 1,5 km qui fait tout le tour du lac. Par ailleurs, cette répulsive, elle a une vraie vertu, c'est qu'elle permet de filtrer en fait, les eaux. Elle constitue aussi un abri pour la faune. Sachant qu'il y a 3 quais de ferme qui sont en amont et qui polluent l'eau, si bien qu'aujourd'hui on peut plus se baigner dans ce lac. Donc il y a aussi un vrai intérêt à laisser se développer la répulsive le long du lac. Et ensuite on a aussi, vous voyez, les 5 HLL qui ont fait l'objet du permis d'aménager. Donc là, l'idée c'est aussi de faire avec, c'est-à-dire que les HLL étaient déjà achetés par la collectivité, les jeux pour enfants aussi. Donc en fait, on fait avec, on tient compte de ces contraintes. C'est important ce que je dis parce que finalement, quand on compare avec le projet de Chalier, finalement, on s'aperçoit que être architecte dans ce territoire-là, c'est savoir à quel moment, en fait, il est important de tenir une écriture et à quel moment, finalement, la question, c'est pas tellement l'écriture architecturale, mais c'est plus mettre en place les grandes charpentes paysagères du futur. Donc là, on a proposé aussi de supprimer des boisements stéréotypés. Donc on a fait une coupe assez importante de beaucoup d'épicéas et on a remplacé, on a planté des chênes et quelques pins sylvestres. Et on a créé deux nouveaux plateformes pour accueillir les jeux pour enfants qu'avait déjà acquis avec la collectivité. Voici cette coupe avec les 2 plateformes qui permettent d'accueillir les jeux. Quelques vues de ce travail, surtout de soustraction, c'est-à-dire que c'est un travail qui consiste surtout à enlever des choses plutôt qu'à rajouter de la matière. Donc là, on devine à l'arrière-plan en fait, les plateformes, avec ce travail de coupe, d'éclaircie dans le boisement qui a fini par refermer le paysage. Et ici, vous voyez, depuis quelques années, du coup, on a la répulsive qui réapparaît avec une gestion différenciée, des parties qui sont fauchées, d'autres qui sont laissées non tondues. Toujours la répulsive qui apparaît avec les essences pionnières, des bouleaux, des aulnes. Ici, voilà, c'est une autre ambiance autour du lac. En fait, l'idée, c'est finalement de multiplier les ambiances paysagères autour du lac pour donner un véritable intérêt à parcourir l'espace. Un autre projet dont le chantier va démarrer, qui est en fait cette fois-ci à proximité immédiate en fait du Foirail que je décrivais tout à l'heure. Donc c'est aussi tout l'intérêt en fait de ce projet de plan guide, c'est qu'il permet de mutualiser un certain nombre de dispositifs. Vous voyez par exemple ce centre, donc cette médiathèque qui est aussi un centre de loisirs et qui contient aussi des salles d'activité, ne nécessitera pas de nouveaux parkings, tout simplement parce qu'on a positionné cet édifice à proximité immédiate de l'ancien Foirail et ça marche très bien avec les différentes temporalités. Voilà, donc ça évite d'étancher de nouveaux sols, puisque la logique souvent dans les territoires ruraux est la suivante, c'est qu'on
On construit une salle polyvalente, ensuite un équipement sportif, et à chaque fois on crée un nouveau parking, une nouvelle enceinte, et ça fabrique des sortes de pièces autonomes. Et l'idée finalement de ce projet consiste essentiellement à tisser des liens entre toutes ces choses-là, et faire en sorte que finalement on a un milieu qui soit continu. Alors cette médiathèque, elle reprend un thème central dans notre architecture. Donc là, c'est une sorte de monolithe qui est creusé cette fois-ci, qui est quasiment tout en bois. Donc on a en fait quatre creux. On a percé 4 creux dans ce monolithe, avec ici le seuil, ici un creux qui est en relation avec la médiathèque, et puis il y a 2 autres creux, qui est ici une sorte de préau pour les enfants, et puis il y a un 3e creux ici qu'on voit en coupe, et qui permet d'éclairer en fait l'ensemble, tout le programme dans l'épaisseur du monolithe. Et puis il y a des projets très simples, comme par exemple à côté de la piscine, d'accueillir des terrains de pétanque. Donc là on prend beaucoup de soin, dessiner le nivellement de ces terrains. Ça peut paraître comme un sujet très anodin, mais en fait l'exactitude du nivellement fabrique un paysage qui est plus digne. Je vais terminer cette séquence juste sur une petite anecdote sur un autre bourg qui s'appelle Saint-Ilide, et qui illustre ce projet par soustraction dont je faisais référence tout à l'heure. Parce que parfois, dans ces territoires-là, il suffit d'enlever des choses plutôt que de rajouter de nouveaux éléments, de nouveaux éléments mobiliers urbains, par exemple, ou de nouveaux sols. Donc là, il faut aussi se mettre, à la hauteur du budget de ces collectivités, qui est très faible, souvent. Et donc là, par exemple, on a réinvesti l'ensemble de ce foirail, qui fait pas loin d'un demi-hectare. 2 000 euros d'honoraires, 20 000 euros de travaux, 4 réunions de chantier, un seul dessin. Pas de géomètre, pas d'ingénieur, etc. Et voici en fait la situation avant travaux, avec une enceinte un peu stéréotypée, des panneaux d'affichage, des plantations un peu bêtes comme des lavandes, tout ça dans le Cantal, des clôtures qui sont pas du tout élégantes, des jeux pour enfants stéréotypés et surtout qui n'étaient plus du tout utilisés, et qui finissent par faire qu'on ne voit plus le paysage, quoi. Et donc en fait le projet c'était juste d'enlever des choses, de créer juste un parcours piéton, retrouver ce magnifique chêne. On a conservé malgré tout le muret qui avait été fait pour l'aire de jeu pour enfants, puisqu'il a hauteur parfaite pour s'asseoir. Et puis du coup, on a une vue magnifique sur les monts du Cantal qu'on redécouvre, puisqu'on a finalement ôté l'espace de ce trop-plein d'objets qui finissait par perturber la lecture du paysage. Un travail de nivellement très simple, quelques principes donnés à l'entreprise, qui est le terrassier local, qui est finalement un peu comme votre sculpteur, qui vient finalement aménager le sol selon quelques indications que vous lui donnez. Je vais parler d'un dernier projet qui me tient aussi beaucoup à cœur, parce qu'il articule plusieurs échelles et puis plusieurs questions de paysage, d'urbanisme et d'architecture. Donc c'est dans la vallée de Mandaille, c'est une des plus belles vallées qui conduit au Puy-Marie. Le Puy-Marie, c'est le volcan qui est au centre du Cantal, et depuis lequel rayonnent 7 vallées, dont la vallée de Mandaille, qui rejoint le bassin aurillacois. Donc dans ce paysage en fait, de vallées, vous avez ces granges étables traditionnelles, qui sont de très grandes toitures qui écrasent en fait le volume maçonné qui contient l'étable. Et ça, c'était en fait finalement la partie supérieure, la grande charpente, était le lieu de stockage du fourrage. C'est un dispositif qu'on retrouve partout dans le Massif central, mais en particulier dans le Cantal. Donc le projet est un peu morcelé, c'est un programme très intéressant qui consiste à réhabiliter l'ancienne école qui n'est plus utilisée et créer une halle.
Et comme vous êtes en contact direct avec les élus, on peut imaginer aussi en fait une extension du programme, puisque dans le projet, il était prévu un stationnement à côté de Mandaille, à côté du bourg qui est ici. Et j'ai convaincu les élus qu'il ne fallait pas faire le stationnement ici à l'entrée du bourg, mais plutôt ici sur un délaissé en amont du village, puisqu'il y a une très belle promenade ici qui longe la Jordanne et qui permet voilà, de masquer toutes les voitures et de ne pas polluer le centre-bourg avec une nappe de voitures. Donc voilà, cette proximité avec les élus fait que la commande peut évoluer. Et aujourd'hui, on a une extension du projet ici avec la création d'une passerelle, l'aménagement d'une zone de stationnement pour justement délester le centre-bourg du stationnement. Donc ici, l'ancienne école, la halle, qui est ici orthogonale à la Jordanne, qui est un très joli cours d'eau, et puis un parcours piéton qui permet de relier ces différents équipements qui se prolongent maintenant, ici dans l'idée, vers l'amont, vers la zone de stationnement que j'évoquais. Et donc on est reparti finalement de cet archétype de la grange étable pour concevoir la halle, en se disant qu'on pouvait la mettre orthogonale au cours d'eau. Ça a été tout un combat avec la police de l'eau, mais on a fini par y arriver. De telle sorte que finalement le parcours il traverse la halle, et que depuis cette halle, on découvre le paysage, ça cadre des vues à la fois sur les monts du Cantal, ici vers l'amont, et puis ici le paysage de la vallée en contrebas, et puis ici un percement dans le Pignon qui est dans l'axe d'un petit chemin qui part dans la montagne. Donc voici la coupe très simple qui est en fait une grande charpente finalement qui écrase l'espace comme une grange étable. Où là on est reparti sur l'idée d'une charpente à couple, donc qui est une charpente rapprochée, comme on a pu le voir dans les architectures que j'ai montrées précédemment, et qui est un dispositif vernaculaire, c'est-à-dire que vous avez la répétition du même couple tous les 60 ou 80 cm, et qui permet d'éviter la mise en œuvre de pannes et de chevrons, c'est-à-dire que vous avez ces couples et directement la volige et ensuite la couverture. Donc voici la halle. En fait, c'est une grande charpente avec ses couples, avec une partie ici pleine qui contient les espaces servants, ici un grand pignon. L'archétype de la grange étable qu'on retrouve pour la halle. Donc voilà ce grand toit qui écrase finalement la partie qui est habitée. Des pignons qui évoquent l'architecture en fait vernaculaire des agricoles. Et puis une installation aussi dans une pente, puisque toutes les granges étables étaient tout le temps dans une pente, pour qu'on soit de plein pied pour l'étable et de plein pied pour la grange, bien sûr. Donc toutes les granges étables s'installaient toujours dans une pente. Ou alors si elles ne le faisaient pas, elles avaient une montée qui permettait d'accéder à la grange. Donc voilà la référence de tout à l'heure. Là. On voyait cette grange étable en photo. Il faut imaginer qu'on rentrait par la grange ici depuis ce chemin. Et l'étable, on y rentrait par le bas. Et ici, on vient s'installer de la même manière dans une pente au bord du cours d'eau, avec ces portes métalliques qui permettent de refermer complètement l'espace, puisqu'on est quand même à 900 mètres d'altitude. Et donc on peut organiser des événements festifs ou culturels et en fermant les volets pour éviter les coups de vent, des choses comme ça. Et donc là, on reprend en fait la matérialité de ces granges étables qui, dans les années à partir de l'après-guerre, ont été couverts. Ils étaient autrefois couverts en chaume, mais ils ont été ensuite couverts par des tôles en acier galvanisé qu'on finit par rouiller. Donc là, ici, on a mis en œuvre directement des tôles en acier Corten qui évoquent cette matérialité en fait dans toute la vallée. Encore une fois, aujourd'hui, toutes les granges étables des paysages cantaliens sont ces tôles rouillées qui sont très belles d'ailleurs, parce qu'en période automnale, ça se confond finalement avec ce paysage de fougères qui finit par devenir prendre cette teinte rousse. Voilà cette transparence là dont je parlais à travers la halle, ce rapport à la pente. Et puis ici quelques images de la mise en œuvre de cette charpente à couple très répétitive et qui fabrique un peu comme une sorte de coque de bateau renversée
C'est un chantier qui est presque terminé là. Et je vais terminer par un sujet un petit peu hors champ, pour aussi illustrer le fait qu'on fait d'autres projets que dans les territoires ruraux. C'est un projet d'habitat participatif à Clermont-Ferrand, qui est un chantier qui a été très long, il a pris 6 ans. Enfin, un projet, voilà, étude plus chantier qui a mis 6 ans, pour 7 familles. Voilà, avec une assez grande diversité intergénérationnelle, sociale aussi et culturelle, puisqu'il y a des familles d'origine française, portugaise et allemande, et puis des personnes âgées, des familles avec des jeunes enfants, et puis encore une fois, des origines sociales assez diverses, puisqu'on a 2 familles primo-accédantes. Et donc là, c'est un projet qui est à Clermont-Ferrand, dans un écoquartier, dans une ZAC, voilà, qui est du coup un contexte très très différent de ce qu'on peut trouver dans les territoires ruraux, hein, voilà, avec un plan de composition, et puis on hérite de cette parcelle, voilà, avec malgré tout des paysages très très beaux, puisqu'on a un terrain qui surplombe la plaine de la Limagne, qui regarde le parc de Montjusé et qui, au nord-ouest, en fait, dévoile la chaîne des puits, notamment avec le puits de Dôme ici qu'on voit derrière la grue. Alors, ce qui était intéressant dans ce projet, c'était comment articuler les demandes individuelles de toutes les familles et puis le projet collectif. Voilà, c'est-à-dire que en fait, j'ai mené un certain nombre d'entretiens avec le groupe pour en fait, qualifier la commande, enfin, et puis la quantifier aussi, bien sûr. Et puis ensuite, j'ai mené des entretiens individuels avec chaque famille, avec un certain nombre de thématiques, comme voilà, le rapport au sol voulu, le rapport aux vues, la relation entre les logements, etc. Et donc, à partir de ces demandes, enfin de ces entretiens, j'ai construit un programme. On a évalué le coût des travaux avec un coût ratio. Et puis ensuite, j'ai commencé à repérer finalement les programmes qui étaient assez similaires, pour les regrouper et puis tendre vers une figure unitaire, puisque l'idée c'était de fabriquer un projet qui soit l'expression du projet du groupe plutôt que la somme des demandes individuelles. Donc on a cherché figure linéaire, en manivelle, et finalement c'est la figure à patio qui est ressortie, qui permettait finalement à la fois de s'installer dans une pente et de pouvoir trouver un mode de distribution qui soit satisfaisant pour tout le monde. Donc il y a des situations habitantes très variées, avec des duplex ici, dont 2 en angle, et puis ici des simplex qui répondent aussi à des contraintes, notamment d'accessibilité pour les personnes âgées qui souhaitaient impérativement avoir une relation au sol. Voilà, le projet s'organise autour de ce patio, et c'est un jeu de coursive qui permet de desservir l'ensemble des logements du haut. On descend dans le patio, qui est finalement l'espace commun. Et c'est là aussi que, sur ce patio, que s'ouvrent les espaces collectifs, notamment la grande salle de repas, et puis là, avec une buanderie attenante. En haut, en partie supérieure, on a un grand préau qui permet d'accueillir le stationnement de véhicules, mais comme à terme, ils vont partager leurs véhicules, il y aura besoin de beaucoup moins d'espace. C'est-à-dire que du point de vue réglementaire, il fallait accueillir un certain nombre de voitures, mais dans les faits, il y en aura moins. Donc on peut imaginer qu'on puisse déployer une table de ping-pong, sortir des tréteaux et bricoler des meubles. On a ensuite ici des duplex qui ont la particularité d'être desservis par le palier intermédiaire, et on descend un demi-niveau vers les pièces de vie ou on remonte un niveau vers les pièces de nuit. Voilà ce grand toit qui constitue un impluvium, puisqu'on récupère toutes les eaux de pluie. Et puis voilà le plan qui montre une hybridation entre des structures en béton et des structures en bois. Donc là, le carport, ici la coursive, qui permet de desservir 3 appartements en simplex, mais aussi un studio et une chambre d'amis qu'on a déconnecté en fait, des espaces communs pour des raisons acoustiques. Le local vélo commun, puis la chaufferie et les locaux techniques, un grand rangement aussi collectif, tout ça en relation avec la voirie pour une plus grande commodité. On descend ensuite dans le patio et on arrive ici dans cette cour. Et voilà tous les espaces collectifs qui donnent sur cette cour. Ici on a un autre préau qui est articulé avec un parcours piéton qui permet aux enfants d'aller directement au collège à pied, qui se situe en contrebas.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que comme le projet n'est pas du tout clôturé, eh bien, les enfants qui accompagnent les résidents de ce projet d'habitat participatif potentiellement passent par la cour et remontent par le préau, etc. Donc voici ici les duplex et le niveau bas des duplex en situation enterrée. Et puis ici une grande cave qui permet de faire passer les réseaux, mais aussi d'entreposer la production du jardin. Et enfin, une coupe longitudinale qui montre en fait le rapport du patio avec ce préau, et puis ici la coursière qui est le parcours public qui permet d'articuler tous les coquartiers avec les équipements publics qui sont en contrebas. La façade sud, qui est plutôt très, très ouverte, avec ici une très grande loggia qui est suspendue à la charpente, qui reprend le dispositif un petit peu de l'atelier du Rouget, sauf que là, cette fois-ci, on suspend la loggia directement sous la charpente. Ici, on a tous les duplex, lesquels donnent sur une terrasse. Tout le projet consiste aussi à trouver des dispositifs pour à la fois assurer une relative intimité de chaque logement, mais en même temps faire en sorte qu'il y ait des rencontres fortuites entre eux. L'élévation du haut, donc avec finalement c'est comme un iceberg, tout le projet, on descend depuis l'espace public jusque dans le terrain. Ici quelques photos du chantier qui se termine avec cette grande galerie ici qui est suspendue et qui est sans séparatif à la demande des habitants. Ici vous voyez les duplex qui sont sous cette galerie. Une photo du chantier toujours qui montre ce grand impluvium avec ses vues assez spectaculaires sur toute la plaine de la Limagne. Ici le Livradois, le parc du Livradois à l'arrière-plan. Et puis une photo de chantier de la cour intérieure de ce patio, puisqu'il s'agit d'une filière à patio avec un escalier qui est lui-même suspendu aussi à la charpente. Je vous remercie. J'ai terminé.